Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir j'ai la joie, je dirais presque même l'honneur, d'avoir la chance de pouvoir être avec Sandra ce soir, qui accepte de venir, coucou Sonia, qui accepte de partager sur mon compte. Et je suis très heureuse de pouvoir la retrouver. Bonsoir à Noy ou à Noix, je ne sais pas. Je fais un petit coucou à tout le monde. Et voilà, c'est pas la première fois que je reçois Sandra pour différentes raisons. Et je suis très contente de pouvoir partager du temps. Partager du temps avec ce qu'elle a envie de nous enseigner. Coucou Hello, Hello Sonia. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir. Coucou, Coucou Sandra. est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien Ouais. et toi? Tu m'entends bien? Super. Ouais, parfaitement. Parfait. Parfaitement, ouais. Je suis heureuse de te retrouver. Ben oui, moi aussi, ça me fait plaisir parce que je te suis quand même et du coup quand tu m'as proposé ce petit moment, je me suis dit chouette, ouais, c'est sympa, c'est agréable et voilà. Je sais qu'on va passer un bon moment. Ouais. Puis tu sais, moi je te suis aussi et je regarde les posts que tu fais à propos d'Axel et je sais plus à un moment donné ce qui m'a fait tilter. Je me suis dit mais là il faut qu'on en parle ensemble. En fait, il faut qu'on partage, tu vois. Bon alors tu fais ce Ouais. que il y a plein de gens qui partagent ton travail, mais je me dis voilà, on a eu passé du bon moment ensemble et tu vois, j'ai mis en story notre replay Ouais. de hein et Mais quand même je précise pour ceux qui ont envie d'aller voir. Voilà, Axel qui nous avait fait un signe juste exceptionnel et qui est toujours chez moi. Je te l'avais dit, je te le remettrai en main propre, donc j'attendrai l'occasion. bah écoute, ça arrivera un jour, j'en doute pas, Ah, j'en j'en doute suis pas. sûre, Il n'y a sûre, pas de sûre. raison. C'est Il n'y clair. a pas de Bon, raison. moi ce soir, j'ai pas de signe, mais bon, écoute, la soirée n'est pas finie. Donc, Bah oui, c'est certain. Ah, un petit coucou à Sonia aussi qui est là, qui m'avait dit évidemment qu'elle serait là. Voilà. ouais, Donc, Sonia, tu as fait une gentille story, enfin, je sais pas, post, etc., pour dire que tu réservais ta soirée pour écouter Sandra. Donc, c'est chouette. Merci à toi. comme si elle m'écoutait pas tout le temps, elle va en avoir marre. Non, mais comment? Non, mais c'est ça, c'est toujours pareil. Tu sais, quand tu es avec des personnes aussi, voilà, où tu sens que le message, il est nourrissant, tu sais, il est inspirant et je pense qu'il n'y a pas de. On peut pas faire d'overdose avec les gens qu'on aime bien, je crois. Enfin, je sais pas, hein, je parle pour. Mais. Bah j'espère en tout cas, j'espère. Mais pas de foot ce soir. Bah oui, c'est Merci vrai. Sonia. Mais Sinon, elle l'aurait vu en replay. mais je crois que c'est à 21h le match, Ah, donc bon, écoute, c'est encore pas possible. dans les temps. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais oui, non, mais j'étais contente aussi de ta proposition parce que on est le 30 novembre, on arrive sur la période de décembre, c'est une période difficile pour les parents, dont je fais partie, c'est difficile pour moi aussi. Et je me suis dit, c'est le bon moment, il n'y a pas de hasard. S'il fallait un signe, c'est peut-être celui-là aussi. C'est que voilà, il y a des périodes où ça fait du bien d'aborder certains sujets et je pense que ça en fait partie en ce moment particulièrement. Ouais, merci Sandra de le rappeler. Sonia qui dit elle est ma drogue. Ah Trop ouais, mignon. ok. Trop chou. Eh ben, bonsoir à ceux qui font coucou. C'est super gentil de vous brancher ce soir et de Coucou partager Nana. après. Ouais, ouais, ouais. Bon, je sais pas. Tu te rappelles de ton premier live, c'était avec moi et t'étais là trop contente. Tu voyais les gens défiler. Bah oui, et je suis toujours aussi contente. Ah Là, ouais. j'ai Aude. Alors Aude, c'est quelqu'un. En ce moment, enfin, les groupes de parole qu'on organise pour les frères et sœurs sont des groupes qui sont extrêmement importants pour nous, les mamans, parce que les autres enfants ont besoin d'être accompagnés. Et Aude a pris l'animation depuis très peu de temps de ce groupe.
j'en suis ravie. Il y a Thibaut, mon fils, qui l'avait pris pendant un certain temps. Ensuite, on a eu Marie, une maman qui avait fait le relais. Et là, voilà, on accueille Aude et je suis très, très contente qu'elle fasse partie de notre équipe. Ben, Voilà. merci pour Aude et coucou Aude. Et du coup, est-ce que tu veux rappeler pour ceux qui débarquent, alors, tout le monde n'ira pas forcément regarder notre, mais j'aimerais bien quand même, je leur mettrai dessous, voilà, pour que les gens débarquent pas, entre guillemets, sans tout raconter, mais j'ai mis la couverture aussi de ton livre. Mais est-ce que tu veux rappeler quand même un peu rapidement un peu la démarche aussi, et puis qui est Axel aussi, parce que j'ai pas donné tous les détails exprès, parce que je te laisse aussi raconter, et, euh, et après les enseignements. Là, qui est Axel, disons, moi, je suis la maman de deux merveilleux enfants, Thibaut, qui aujourd'hui a 27 ans, qui va sur 28 ans, et Axel, qui aura éternellement 20 ans, puisqu'elle nous a quittés il y a 4 ans, depuis le mois d'octobre, lors d'un accident de voiture. Et puis, depuis ce jour, j'ai mis beaucoup, beaucoup de choses en place pour avancer, pour me reconstruire. Et dans cette reconstruction, il y a eu la merveilleuse rencontre avec Caroline et Hélène, qui sont deux autres mamans, et avec lesquelles on a co-créé l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Association qui aujourd'hui compte une belle petite équipe, hein, puisque je parlais d'Aude, hein, qui donc assure l'animation des groupes de parole des frères et sœurs, mais on a aussi de très belles ambassadrices, hein, qui sont un petit peu partout en France et en Belgique, hein, et qui elles aussi œuvrent beaucoup pour l'accompagnement des mamans et des papas. Et mon mari qui est vice-président. Et donc Axel, je crée avec Axel une relation forcément qui s'est construite sur cette souffrance, hein, de la perte. Et oui, oui, elle m'enseigne parce que je suis absolument convaincue que nos enfants qui sont partis nous apprennent des choses. Alors que ce soit par le biais de la spiritualité ou simplement parce qu'ils sont partis et qu'il y a cette souffrance qui naît, si on est à l'écoute de ces émotions-là, on se rend compte qu'on apprend plein de choses. Et c'était un petit peu, je pense, le sujet ce soir d'essayer d'un petit peu expliquer comment moi, en tout cas, hein, puisque ça m'appartient, mon histoire est mon histoire, et chaque maman a sa propre histoire, sa propre relation avec son enfant. Donc comment moi je vis aujourd'hui cette relation, et ce que Axel m'a appris, soit par son absence, soit par des synchronicités, des signes, des événements que j'ai eu la chance de vivre de façon assez fabuleuse, quoi. Et oui, puis il y a des choses que Axel a laissées aussi, qui t'inspirent aussi beaucoup et qui font partie, j'imagine, de ses enseignements, parce que c'était Oui. très porteur. Oui, et en fait, il y avait tellement de choses que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Les signes de ta présence, donc qui sont les 18 premiers mois sans Axel. Donc, il s'est encore passé un peu de temps depuis, hein. Aujourd'hui, je suis à 4 ans sans Axel, mais avec Axel différemment. Et c'était un petit peu ce message-là que j'avais envie de partager, un message que j'espère être un message d'espoir. J'entends tellement de parents dire mais moi j'ai pas de signes, ou moi je ressens pas de choses, ou je vis rien avec mes enfants, ou alors c'est différent. Et j'avais envie de partager un petit peu des choses. Je le fais de temps en temps sur mes petites vidéos sur mon compte. Et donc, je trouvais que c'était chouette de pouvoir le repartager, d'en rediscuter ensemble là, dans ce contexte du live. Parce qu'en fait, je suis absolument certaine que l'on peut tous être en connexion avec nos enfants. Mais, comme je l'ai expliqué, c'est pas de la magie, c'est pas facile et c'est pas évident. Il y a des choses, certainement, il y a des moments où c'est possible, et c'est un petit peu de ça dont je me sentais l'envie aussi de partager avec toi ce soir. Voilà. Ouais, parce que tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'attente, en fait. C'est difficile d'avoir le cœur Ouais. ouvert, d'avoir envie qu'il se passe. Alors quoi? Je sais pas, j'ai pas la réponse et j'imagine que les parents non plus, mais en même temps quelque chose.
Et ce que je trouve terrible, c'est de vivre aussi dans cette attente, alors que des fois, je ne sais pas ce que tu vas nous dire, mais peut-être que ça ne se présentera pas sous cette forme-là, et que c'est, mais que des fois, a posteriori, peut-être qu'on peut dire, bon ben voilà, ça a rempli mon cœur et c'est déjà là. Ben oui, c'est exactement Ouais, ça. C'est que, bah, c'est qu'en fait, quand on est dans l'attente, bah, on est dans l'attente, on est dans le mental. C'est ouais, toujours la même chose. Quand on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur. Mais alors, on va me dire, mais comment on fait pour être dans le cœur? Parce que c'est compliqué de se dire, bon, allez, je vais me mettre dans le cœur. C'est tellement compliqué que c'est là où je pense qu'en fait, ce sont des choses qui se font étape par étape, tout doucement, petit à petit. Et du coup, si tu veux bien, je vais juste revenir sur mes premières étapes avec mais Axel. carrément. Et je le rappelle, hein, c'est mon histoire. Donc, ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas ce que tous les parents vivent. Et il y a des parents qui vivent d'autres choses tout aussi extraordinaires ou puissantes que moi. Voilà, on a chacun, je pense, une manière de vivre les choses. J'ai un peu envie de dire que c'est comme dans la vie, là, quand on est dans la matière. Quand Axel était là, j'avais une relation avec elle qui nous appartenait à toutes les deux, qui n'était pas celle que toutes les mamans vivent avec leur enfant. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Et c'est là aussi, je crois, c'est que quand on raconte nos histoires en tant que parents endeuillés, c'est un peu comme si tous les parents devaient vivre ça. Ben non, chacun vit ce qu'il a à vivre. Et quand j'ai perdu Axel, j'ai eu la chance très très vite d'avoir énormément de signes. Alors des signes, mais aussi des rêves, des messages qu'Axel me déposait. Et c'était extrêmement puissant. Je dirais qu'à partir du mois d'octobre où je l'ai perdu jusqu'au mois de février, j'ai vécu des choses absolument incroyables, hein, puisque bon, c'est ce que je raconte dans mon livre, je l'ai vu, euh, je l'ai senti contre moi, je l'ai entendu me donner des messages, enfin j'ai vécu des choses extraordinaires. Et puis, arrivé vers le mois de février, mi-février, ça s'est estompé au point de disparaître totalement. Il n'y avait plus rien. Et là, je me suis vraiment inquiétée et j'ai eu la chance de rencontrer une femme médium absolument adorable donc c'est pour ça, je le dis aussi parce que on peut pas mettre les gens tous dans le même panier, entre guillemets, parce que parfois on entend des choses. Oui, il y a des charlatans, mais oui, il y a aussi des gens très bien. Et cette femme n'a jamais voulu que je la paye, elle a fait ça vraiment avec son cœur. Et elle a pris contact avec Axel et elle est venue m'expliquer que Axel, elle avait besoin elle aussi de faire un point, de faire un petit peu son, comment dirais-je, elle devait voir ses guides et faire le point avec ses guides sur sa courte incarnation ici et qu'effectivement pendant un certain temps je ne la verrai plus. Mais elle m'a quand même précisé que c'était important que je comprenne que quand elle reviendra, parce qu'elle allait revenir, ce ne serait plus pareil. Maintenant, c'était clair, j'avais eu plein de signes, j'étais consciente qu'elle était là. Donc, à partir de là, il fallait que j'apprenne moi aussi à vivre sans elle. Et, et je me souviens d'une phrase où elle a dit, maman, ce ne serait juste ni pour toi ni pour moi si on restait dans cette relation où j'étais tout le temps là. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, ça lui prendrait trop d'énergie et qu'elle n'aurait pas le temps de s'occuper de sa propre progression. Et que moi, quelque part, je ne ferais jamais mon deuil, j'accepterais. Je resterais dans une situation où je pourrais croire qu'elle est toujours là. ouais. Et c'est ça aussi, c'est néfaste. Voilà. Ouais. Et du coup, ce qui m'est venu à l'esprit, mais c'est peut-être complètement incongru, hein, c'est quand tu parlais de ce message-là à travers la médium. Est-ce que ce serait une forme aussi, je ne sais pas si c'est ça, mais je sais pas, ça m'est venu à l'esprit, du coup j'ai envie d'en parler, que Axel aussi, d'une certaine façon, aurait peut-être aussi elle-même à faire le deuil de sa relation aussi sur Terre, et pour pouvoir aussi passer à autre chose. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de cet ordre-là, parce que ça ne se passe pas comme ça. On ne compare pas nos émotions terrestres de nos émotions d'un autre espace-temps, mais comme s'il y avait aussi une forme d'attachement à ce Il y a niveau-là qui fait qu'il faille ouais, aussi faire aussi de son côté une forme de coupure aussi pour évidemment passer à autre chose, c'est clair, mais dans cette autre chose, ce lien continue mais pas de la même façon. c'est assez, ouais, c'est assez vrai dans le sens où ce que moi j'ai ressenti du message d'Axel, c'était que clairement, elle est venue vraiment de façon très insistante pour nous rassurer, Oui, pour vraiment que ce soit clair qu'elle était là. Mais c'est vrai
elle avait besoin aussi de nous expliquer qu'elle avait aussi des choses à vivre. Et que tout en étant toujours près de nous, elle ne nous le quittera jamais, elle devait aussi vivre sa vie en quelque sorte. Oui. Alors c'est vrai que c'est perturbant parce que quand toi tu es une maman, tu as envie de dire mais ta vie c'est avec nous quoi. Mais non, il y avait vraiment quelque chose de très mature dans le sens de mais maman, tu vas vivre ta vie, je vais vivre la mienne. Maintenant, tu sais au fond de toi que je suis là et que je vais bien. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là de et ça me renvoie toujours à la première phrase qu'Axel m'a posée en rêve où elle me demandait de lui faire confiance. Et j'ai vraiment gardé ça en moi en me disant il faut que je lui fasse confiance. Je sais qu'elle est là. Elle pourrait m'apparaître entre guillemets tous les jours. Ça me ferait du bien, mais ça ne changera pas la situation. Et aujourd'hui, je dois apprendre à vivre sans elle physiquement. Et je me souviens très bien, c'était dans le courant de l'été, fin de l'été, j'ai eu une image, vraiment un espèce de flash. Alors, je ne suis pas du tout médium, hein, mais je pense qu'on a des intuitions, on vit des choses. Et j'ai eu une image d'une maman qui accompagne les premiers pas de son enfant. Un petit bébé qui doit avoir 1 an, qui commence à marcher et qui veut pas qu'on le tienne. Hein. On a tous vécu, quand on est maman, ce moment où le gamin, il a envie que tu le lâches, genre, je vais y arriver tout seul. Et j'avais cette image qui m'est venue, mais très insistante, de ce bébé qui fait ses premiers pas et il croit qu'il est le plus fort du monde parce qu'il a réussi à faire ses premiers pas. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa maman, elle est derrière et elle a les mains autour, tu vois, au cas où il tombe, pour le rattraper. Et ben, ce bébé, c'est moi. Et Axel est ma maman aujourd'hui. Elle est celle qui reste là si jamais j'ai besoin. Mais elle me demande de faire mes pas toute seule. Elle m'a demandé, à travers cette médium, d'avancer et de faire mes premiers pas à moi toute seule. Et ça, pour moi, ça a eu beaucoup de sens. J'ai compris à quel point je devais aussi lui montrer que j'étais capable de mettre des choses en place, d'avancer et puis de vivre cette vie-là autrement, quoi. Bon, écoute, je pleure. Désolée, hein, je suis très touchée. Pas désolée. Bah si, je suis très touchée par ce message. Je trouve que l'image est magnifique. Et merci. Bah écoute, ça me touche. Mm. Ça va? Ouais. Oui. Je peux pas te faire un câlin. Non, mais je le prends. Je sais. Le hug, il est là. De toute façon, je sais qu'Axel est là. Donc, c'est tellement fort, tu vois, que je sais que ça me replonge aussi dans la lecture du livre, de notre live, de plein de choses, tu vois. C'est un petit peu... Des fois, je me dis, c'est un petit peu ça qu'Axel, elle m'amène à faire quand je communique, quand je raconte toutes ces histoires-là. C'est parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses à transmettre. Et c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de parents et j'ai bien conscience que beaucoup de parents n'ont pas cette chance de vivre une relation comme celle-ci, mais pour plein de raisons. Et une des premières raisons, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on est souvent dans le mental. Et c'est compliqué de se dire ouais, ben, comment je fais pour passer du mental au cœur. C'est très compliqué et c'est surtout qu'il faut de la patience. Et j'invite les parents qui nous écouteraient ce soir ou qui nous écouteront plus tard à être très doux avec eux-mêmes, à être très 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 doux et patient. Et on est quand même, on a vécu un tsunami émotionnel. On est dans une attente énormissime. Surtout quand on a des témoignages de personnes, de mamans qui sont en relation avec leurs enfants. Moi j'étais extrêmement jalouse. J'avais parce que c'est ça, hein, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, ça n'a rien de malsain, mais on a tellement envie d'être en relation avec cet enfant que quand on sait que d'autres peuvent le faire, on se dit mais pourquoi pas moi? Moi je suis prête, j'ai envie, je mets des choses en place et il se passe rien. Et mettre en colère, hein, c'est clair. Oui. Bien sûr, et bien toutes ces émotions de colère, d'envie, d'attente, elles se nourrissent de notre mental, elles se nourrissent de choses qui sont pas constructives, mais elles sont naturelles. Alors c'est ok, il faut les accueillir, il faut
faut accepter qu'on est dans ces émotions-là. Et puis, je pense qu'avec le temps, tout doucement, en mettant des choses en place. Alors, je le redis parce que c'est mon truc, mais moi, c'est la méditation qui m'a beaucoup aidée. Mais pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Je pense que le sport, le yoga, le qigong, tout ce qui ramène le corps dans l'ancrage, ça aide beaucoup. Et la méditation, ça permet de se poser et puis d'accueillir ces émotions-là. Et puis des fois, il se passe des choses. Alors je me souviens de cette histoire et je pense que c'est cette histoire-là qui t'a fait, parce que c'est peu de temps après que tu m'as proposé qu'on fasse ce live. Oui. Je pense que c'est l'histoire de mon papillon sur le cœur. Oui. Et ça, pour moi, ça a été un enseignement de plus d'Axel. Alors, je sais pas si tu veux que je le raconte. Si. Tu fais un teasing, vas-y. Alors, ce moment-là, il était vachement fort. C'était au mois de mars. On était avec mon mari, Pascal. On est parti faire une deuxième partie du chemin de Compostelle, puisque l'année dernière, on avait fait une première partie. Et on était là, on est en Espagne, et c'est vrai que je marche dans des paysages qui sont sublimes, et je vois des cœurs partout, des cœurs sur des pierres, dans des fleurs, dans des nuages. Enfin, j'en vois partout, tout le temps. Et je trouve ça chouette. Et puis je vois beaucoup de papillons aussi qui nous tournent autour. Et donc forcément, ces connotations de cœur et de papillons, pour nous, les parents endeuillés, ça a toujours beaucoup de signification. Et donc, je me dis, tiens, j'ai envie de jouer un petit peu avec Axel. J'ai envie de la challenger. Et donc, je lui dis, écoute, ma chérie, j'aimerais beaucoup voir un papillon sur un cœur. Et donc, je passe la journée complète à observer tous les papillons, prête à dégainer mon appareil photo si j'en vois un qui se pose sur une pierre en forme de cœur. Évidemment, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé et je comprends pas pourquoi, parce que je me dis bah mince, c'était pourtant, enfin ça me semblait à la hauteur de tes capacités. Je lui parle comme ça à ma fille, hein. Je pensais que c'était facile pour toi, je suis un peu déçue, bon. Et puis je vais me coucher, puis le lendemain matin, je me réveille avec quand même ça en tête et je me dis bon, ma chérie, j'aimerais bien quand même garder ce challenge et j'aimerais bien ça me ferait plaisir quand même de voir ce fameux papillon sur un cœur. Mais je comprends, je réalise que je dois changer quelque chose. Et j'arrête de focaliser. On part en nos sacs à dos, on repart et je défocalise complètement sur cette histoire-là. C'est ça que tu dis, je réalise que je dois changer quelque chose, c'est de ne plus focaliser, oui. C'est ça? Okay. Exactement. Je me dis, je suis trop dans l'attente. Et donc, en fait, j'ai tellement focalisé là-dessus que j'en ai même presque oublié d'apprécier le reste, tu vois, d'apprécier le paysage, d'apprécier les moments que je vivais. J'étais focus sur l'attente de voir ce signe que j'ai demandé à Axel. Et donc, je déconnecte complètement de ça. Et c'est vrai que je l'oublie plus ou moins. Tu vois, de temps en temps, j'y repense quand je vois un papillon, puis hop, je passe à autre chose. Je me dis non, Sandra, déconnecte. Et je reste dans mon environnement. En plus, c'est très beau. Donc, et à 10h, on a l'habitude de faire une petite pause avec Pascal pour boire un coup et puis manger un bout de quelque chose. Et puis, on voit un petit banc dans un petit village, il y a une petite école. Donc, on va vers le banc. Et au moment où j'arrive au pied du banc, je découvre un cœur dessiné à la craie par un enfant. Un cœur magnifique, hein, très, très grand. Et je vois des grandes ailes de papillon sur ce cœur. Et là, évidemment, ça me fait un truc de fou, quoi. Je me dis, et ben voilà, il fallait pas l'attendre. Il était là, en fait, mais il était là comme Axel voulait bien me l'envoyer. C'est pas moi qui décide, c'est elle qui me fait un cadeau, en fait. Parce que ce sont des cadeaux qu'ils nous font. Et là, bon, j'avoue que je suis assez sensible, surtout quand il s'agit de ma fille. Donc là, j'ai les larmes aux yeux. Je raconte ça à Pascal. Et puis, on reprend la route. Et 2 heures après, 2h30 après, on mange, on rentre dans un petit village et puis on s'assoit sur un petit banc. Et là, on est en train de grignoter et je vois une dame descendre de chez elle, de son escalier. Et Pascal me dit, t'as vu la couleur de sa robe? Et je regarde la robe et puis je dis à Pascal, oui, j'ai vu la couleur de sa robe. Je lui fais, mais est-ce que toi, t'as vu que côté cœur, elle a un papillon? Et elle avait un
énorme papillon brodé côté cœur. Et moi, j'ai trouvé ça juste extraordinaire qu'elle me montre pour la deuxième fois. J'ai changé de Bah, vêtements à la dernière minute quand même. Hein. J'étais pas du tout bah ouais. habillée comme ça aujourd'hui. Je te le dis hein, quand même. Ah, Bon, j'ai pas de mais oui, oui. papillon. Mais t'as le cœur. Mais j'ai failli mettre un t-shirt avec mon cœur, mais il était pas sec. Alors j'ai dit, bon, bah tant pis. En plus, c'est incongru parce que normalement, ça a des manches courtes et je me suis dit, je vais pas mettre ça, je vais avoir froid. Je me suis dit, oh, ben, c'est pas grave, je vais mettre un truc à fleurs, mais je vais mettre ça. Bon, donc du coup, j'avais dit qu'Axel donnerait un signe. Bah écoute, pour Et moi, c'est oui, bah oui, bien le sûr. message. Mais pour moi, c'était énorme parce que ça montrait à quel point, tant que j'étais dans le mental à chercher quelque chose, à l'attendre et à le désirer, bah, il n'arrivait pas parce qu'en fait, j'avais une idée tellement obtuse, précise de ce que j'attendais qu'en définitive, ça ne pouvait pas être. Alors que quand je n'attendais plus rien, bah, ça arrivait sous deux formes différentes, quoi. Et c'est magique. Ouais, et en même temps, tu disais, oui, c'est pas moi qui décide, mais tu as comme Oui, quelque chose d'hyper précis. C'est un truc de fou quand même. Parce qu'elle t'écoute, elle est au garde à vous quand même, tu vois. Tu lui aurais demandé une alors, licorne sur un, je sais pas, sur une banane, je sais pas comment ça serait possible, mais voilà, elle l'aurait fait quand même, tu vois. bah, en fait, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à demander à nos enfants. Demander à nos enfants, c'est une chose. Par contre, c'est la manière d'attendre une réponse qui doit être différente de la fameuse attente où tu veux quelque chose de précis. Demander quelque chose, c'est quelque chose de normal. On nous l'a toujours dit d'une manière générale, pour les personnes qui sont un peu spirituelles, on demande à l'univers de l'aide, on demande dans les religions. Moi, j'ai souvenir, alors je suis pas très calée sur la religion, mais j'ai souvenir petite que j'entendais ma mère dire dans la religion, il faut prier, et on obtient, on est censé obtenir ce qu'on veut. Je suis convaincue que oui, il faut demander, parce que la demande, c'est une prière. Et la prière, je trouve que quand elle est faite avec amour et pas égoïstement pour soi, dans le sens quelque chose de malsain, de pas bien, mais quand elle est faite avec amour, et quand il s'agit de ses enfants, c'est toujours avec amour, je suis convaincue que prier, c'est quelque chose, et demander, c'est quelque chose de bien. C'est la façon d'attendre ce quelque chose. Et c'est là où il faut se détacher, il faut réussir à être vraiment dans l'ouverture du cœur et de se dire, j'accueille ce qui viendra. C'est hyper Ouais, compliqué. dans la Bible, Mais de mémoire, c'est ça, c'est demander, vous recevrez. oui, et je suis certaine qu'on reçoit tout le temps, mais comme on attend quelque chose de précis, on ne le voit pas parfois. Ben là, tu On avais ne le voit demandé pas. quelque chose de précis Oui, et t'as eu quand même une réponse. oui. Alors, il y a un petit délai de décalage horaire, mais bon. Mais Mais je crois qu'elle m'a fait, moi je crois qu'elle m'a fait ça exprès. Je pense que c'était sa manière de dire, mais maman, t'auras rien du tout si t'attends quelque chose de précis. Carrément. Et quand j'ai réussi à détacher, à me déconnecter de mon mental et me dire, ok, je ne demande, enfin, je demande quelque chose. Je l'ai réitéré le lendemain. Je lui ai dit, je maintiens ma demande, mais par contre, je me déconnecte de mon mental et j'arrête d'attendre ça de façon précise. Et bien là, c'est arrivé. Et c'est là où je dis. Nos enfants nous enseignent, ils nous enseignent la patience, ils nous enseignent beaucoup de choses et ça, on s'en rend compte avec le temps. Les parents viennent de perdre un enfant très récemment sont trop encore dans cette souffrance-là, dans ce que j'appelle la souffrance pure, pour pouvoir prendre ce recul et réaliser cet enseignement. Mais tout doucement, avec le temps qui passe, la souffrance, elle est toujours là, je ne vais pas mentir. Hein, et moi, je sais que dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, 50 ans, il y a toujours un trou dans mon cœur, ça c'est une évidence. Mais je sais quand même que, et heureusement, que cette souffrance-là s'apaise. Et heureusement parce qu'elle est insupportable, cette souffrance. Donc oui, elle s'apaise. Et je pense que quand on essaie de vivre ses émotions, ça aussi j'insiste beaucoup sur accueillir les émotions qui nous traversent, parce qu'on est dans une société où les émotions, on les refuse. On doit faire croire qu'on va bien, on va sortir dehors, on va sourire, on va donner l'impression qu'on est OK.
Et en fait, c'est pas forcément le bon message parce qu'en définitive, hein, les gens en face ont déjà du mal à saisir notre souffrance. Mais si en plus on s'interdit nous-mêmes de la vivre, elle sera jamais entendue par qui que ce soit. Et c'est un petit peu ce qu'on voit au quotidien, hein, dans le travail. On a des gens qui viennent nous dire, enfin, qui ne l'ont pas dit directement, mais qui ont dit à des collègues, elle n'a pas encore tourné la page. Bon, je vais jamais la tourner la page, c'est sûr. Mais voilà, donc nos enfants nous enseignent une forme de patience. Et puis oui, nous demandent de demander, ça j'en suis certaine. Il faut demander. Je le dis à tout le monde, demandez. Claire. Et challengez vos enfants, challengez vos enfants. Je suis convaincue que l'autre côté, ils adorent rire. J'en suis certaine. Parce que le nombre de fois où on vit des situations cocasses, je suis convaincue qu'ils aiment nous voir rire. Et du coup, si on commence un petit peu à jouer avec eux, je suis certaine qu'il se passe des choses extraordinaires. Mais il faut y aller, quoi. Il faut oser, j'ai envie de dire. C'est pas forcément évident. Non, comme tu le dis, hein, il faut aussi avoir le cœur, tout en ayant le cœur lourd, avoir aussi une forme de légèreté dans cette lourdeur. Je sais que c'est insupportable ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est difficile d'avoir de la légèreté quand le cœur saigne comme ça. En fait, moi, cette légèreté, je la retrouve beaucoup, beaucoup quand on est entre parents endeuillés. Je la retrouve parce que souvent on nous a dit, mais vous n'avez pas peur de vous faire plomber, d'être toujours avec des parents endeuillés. Non. Et je dis à chaque fois, en fait, comment expliquer aux gens que quand on est entre parents endeuillés, on est nous-mêmes. On ne se juge pas. Si j'ai envie d'éclater de rire, personne ne va me regarder en disant oh, elle a perdu sa fille, elle rigole. Et si j'ai envie de pleurer parce que c'est là, eh bien, je vais être accueillie avec ça. Et donc, entre parents endeuillés, on passe des moments extraordinaires parce qu'en fait, on lâche prise là. Là, pour le coup, on lâche prise, on est nous-mêmes, on peut se parler vraiment, on peut passer des moments hyper agréables. Et là, par exemple, tu vois, demain, on s'en va, on part à Martillac, près de Bordeaux. On sera 52 parents à se regrouper et on va passer 2 jours et demi tous ensemble à faire plein d'activités parce que c'est une période difficile, hein, la période de décembre et des fêtes. Et du coup, on va faire plein d'activités en paire et danse. Hein. Ce sont des parents qui proposent des activités à d'autres parents. Donc du qigong, des bols sonores, de la méditation, des soins Reiki, des soins réflexologie plantaire, enfin plein d'activités pour faire du bien, et puis des échanges. On fait des groupes de parole, bien entendu, puisqu'on a toujours cette même visée de déposer ce qu'il y a à déposer. Donc ce sont des moments. Et ça aussi, ça fait partie des choses. Je suis certaine que nos enfants seront tous présents parce que là, ils vont voir les parents, ils vont tous nous voir dans un environnement où on va être bien, on est là pour se faire du bien, donc ils vont nous accompagner, c'est certain, c'est sûr. Il y a Sonia qui disait par rapport à ce que tu disais, est-ce pour cette raison que certains parents disent qu'ils n'ont jamais eu de signes? Parce qu'ils sont dans le mental, je suppose que c'était lié à ça. Alors, moi, j'avoue que très, très souvent, lorsque je suis avec des parents qui me disent « mais moi, j'ai pas de signes », je leur demande toujours quel type de personnes ils sont. Et on en déduit tout le temps qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont dans le mental, qui sont des cérébraux, des gens qui sont tout le temps en train de se stresser, en train de penser, en train de tout analyser. Et de temps en temps, quand j'ai un parent qui a quelque chose comme un signe, eh bien, j'ai Kitri. Je dis bonsoir à Kitri parce que ça fait longtemps que j'ai pas échangé avec elle. D'ailleurs, j'en profite. Et du coup, souvent, j'ai ces parents qui se rendent compte tout seuls que leur comportement est naturellement à aller vers le cérébral. Voilà, ils se prennent la tête pour tout. Ce sont des gens qui vont analyser très, très, très souvent, qui ont du mal à lâcher prise. Et
donc, je pense qu'il y a souvent, il y a souvent de ce côté-là mental qui fait que ça les bloque et que même s'ils voyaient un signe, ils seraient encore capables de l'analyser pour se demander si c'en est vraiment un. Et c'est ça que j'allais dire en fait. Peut-être qu'il y a des formes de peur aussi qui font que dans ces moments-là, le doute s'immisce alors que le signe est là, mais peut-être qu'il est remis en question. Alors Ah je oui, sais pas, c'est une généralité, hein, mais c'est probable en tout cas. Euh, oui. Et il est remis en question parce que il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'il est remis en question. Il y a aussi un phénomène qui peut être lié, tu parlais de la peur, mais la peur de se tromper, la peur de se mentir à de se soi-même et raconter la peur de se des faire histoires. croire. Ouais, Voilà. carrément. On a déjà rencontré des parents, j'ai rencontré déjà des parents qui avaient peur de se faire croire. Moi, ça m'est arrivé. Je me souviens d'un jour incroyable. J'ai jamais réussi à faire d'écriture inspirée sauf une fois. Je le raconte dans mon livre. J'étais en train de regarder les photos d'Axel et je tombe sur une photo. Euh, et au moment où je regarde cette photo, alors j'entends, c'est pas une voix que j'entends. C'est difficile à expliquer. Donc des mots m'apparaissent, mais je les vois pas, je les entends pas. C'est comme un flash et ça me dit ma petite maman. Et là, quand j'entends ça, je vais dire le mot j'entends parce que je sais pas quoi expliquer, comment l'expliquer autrement. J'éprouve un truc, mais extraordinaire. Je sens quelque chose que j'ai jamais ressenti avant. Et je vais m'isoler dans la chambre d'Axel et je m'assois et j'entends encore ma petite maman. Et j'écris ma petite maman. Et là, à ce moment-là, il y a tout un texte qui vient et que j'écris, et j'écris, et j'écris, et j'écris. Et mais ça va extrêmement vite. J'écris tout ce qui est dans ma tête et ça se termine. Et là, je le relis et je le découvre. J'ai eu tellement peur que ce soit mon imagination, que ce soit moi qui me soit monté un film, que j'ai fermé le truc et que je l'ai rangé. Je l'ai réouvert, je crois, peut-être presque un an après. En, en le relisant, j'ai réalisé à quel point c'était vraiment quelque chose qui venait pas de moi, quoi. Je l'ai ressenti à nouveau et j'ai compris. Et donc, je comprends les parents qui peuvent avoir peur. Enfin, je dis les parents, mais toutes les personnes qui ont perdu un être cher et qui sont dans cette recherche de relation, parce qu'il y a pas qu'avec un enfant, mais et j'ai compris à quel point on pouvait avoir peur finalement de se leurrer soi-même. Et, euh, et comme on n'est pas dans un pays, je dirais, où c'est des sujets faciles à aborder, bah bien souvent les gens préfèrent fermer la porte et se dire non, je délire, quoi. C'est n'importe quoi. C'est voilà. Donc ça j'en ai conscience. Hein. Moi, quand j'ai commencé à recevoir des signes d'Axel, et moi j'ai fait le choix personnel de les raconter à des amis, à des gens autour de moi. J'avais envie de le. D'abord, j'avais un besoin fou de le raconter. Et c'est vrai que souvent, on me disait ah, il t'est arrivé ça. Mais moi aussi, il m'est arrivé un truc, mais j'en ai jamais parlé. Et il y a des gens, ça fait 20 ans qu'il leur est arrivé des trucs dont ils n'avaient jamais parlé. Quoi. Donc oui, on est empêtré par la peur de passer pour des dingues, et alors que ce sont des choses qui sont plutôt naturelles finalement et qui se font. Enfin, moi, j'entretiens une relation aujourd'hui avec Axel qui n'est plus basée sur ce que j'avais au début, donc des choses extraordinaires, mais au quotidien, je vis des choses incroyables. Une petite anecdote, par exemple, il y a 2 ans, je m'engage sur une formation très longue et très chère. Et donc, j'ai beaucoup de doutes. Et donc, je demande à Axel de m'encourager dans cette prise de décision, ce qu'elle fait. Mais j'ai encore des doutes. C'est-à-dire que quand je reçois le contrat et qu'il faut faire l'échec, et qu'il faut dire, OK, je m'engage, hein, c'est 5 ans d'études sur lesquelles je m'engage. Donc là, je me dis, et là, je lui dis, écoute, ma chérie, un dernier signe. Après, je t'embête plus. Je signe, je le fais, un dernier signe comme quoi il faut que je le fasse. Je fais une méditation, ce que je fais à chaque fois que moi j'ai besoin de poser les choses et de justement de lâcher un peu prise. Et quand je rouvre les yeux, je prends machinalement, sans trop réfléchir, un oracle. Je dois en avoir 6 ou 7. Donc j'en prends un, je le mélange, je l'étale, je tire une carte. Et je sais pas, c'est un jeu où il y a une cinquantaine de cartes différentes. Et là, ben, je tombe sur formation, apprentissage. Vous allez vous engager dans une formation longue. Elle va beaucoup vous apporter. Surtout, n'hésitez pas. Enfin, un truc comme ça. Bon, alors là, je pleure.
ok, je prends mon contrat, je signe, je fais mes chécos, et hop, c'est parti, quoi. Voilà, le genre de relation que j'ai aujourd'hui avec Axel, ça va être ça. Mm. Voilà. J'en ai plein, hein, des comme ça. Ça fait rire Sonia. Ouais, il y a tout à revoir sur notre perception du monde, en fait, et du monde, de tous les mondes. Bah, oui, oui, oui. Après, après voilà, c'est comme ça, c'est une façon de vivre le deuil. C'est historique. On est dans un pays où on doit pas trop montrer. On est dans un pays où on doit performer, donc on peut pas montrer des faiblesses, on peut pas montrer des émotions larmoyantes, on peut pas exprimer des choses qui sont de l'ordre du sensible parce qu'on paraît pour faible. Alors que pour moi, c'est la plus grande force de pouvoir être soi-même et d'exprimer qu'à un moment donné, on peut souffrir parce que on peut souffrir parce que je crois que la vie, elle est faite de tellement d'épreuves que je rencontre pas de gens qui souffrent pas, moi. Je connais personne qui n'a pas à un moment donné souffert, quelle que soit la souffrance. On parle de deuil, mais je veux dire, il y a des personnes qui vivent de terribles maladies. Il y a des personnes qui vivent des traumatismes autres encore. Je comprends pas cette course à la perfection, à la performance et au détriment finalement de ce qui est tellement le plus sincère, ce qui est en nous, quoi. La, et c'est ça qu'on se coupe de ça en fait. On se coupe de ça. Maintenant, on va prendre des cours d'empathie alors que c'est naturel, en fait, hein. Ah ben oui, parce que moi je suis convaincue. Alors, ça fait un peu phrase toute faite parce que tout le monde le dit et que le coaching est très très à la mode et donc c'est ce qu'on répète à tout le monde. Mais on a tout en nous. Mais j'en suis absolument convaincue parce que quand on vit une épreuve aussi traumatisante et aussi violente, on est à nu, on est totalement déshabillé. Il y a, l'ego aussi, il est explosé. Et ça va se reconstruire tout doucement, mais c'est là où on se rend compte que on a tout en nous. C'est juste la manière dont on va bien vouloir remettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on va vouloir réactiver et qu'est-ce qu'on va vouloir s'autoriser à être ou à faire. Et ça, c'est aussi, ça fait aussi partie de ce que j'appelle l'enseignement d'Axel et de ce que nous enseignent en fait les épreuves finalement. Là, en l'occurrence, c'est ma fille. Mais chaque personne qui traverse une épreuve extrêmement douloureuse, ça peut être un cancer, ça peut être un viol, ça peut être la perte d'une personne très chère. Toutes ces épreuves-là, elles viennent nous fendre. Et on dit souvent que plus tu es fendu et plus la lumière va traverser. Et moi, je trouve que cette image est plutôt jolie pour quelque chose de violent et de difficile. Mais pour moi, c'est ça. C'est un petit peu, bah voilà, Sarah qui dit être la meilleure version de soi-même. Oui, c'est ça. C'est qu'on devient, j'ai toujours envie de dire, on devient qui on est. Voilà. Mais qui on est, on ne le savait pas vraiment finalement. Parce qu'il fallait peut-être traverser euh, ces violences-là, ces difficultés-là, cette souffrance-là, pour aller chercher qui on est vraiment. Alors je reconnais que j'aurais voulu éviter de me connaître, hein. J'aurais voulu éviter d'avoir à aller chercher qui je suis. Mais puisqu'on le vit, puisque c'est là, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, et ben voilà, je trouve que c'est bien d'aller vers l'avant et d'aller chercher ce qui est en nous, quoi. Ouais, mais comme tu le dis, on est à poil dans ces moments-là. Donc après, on a le choix, Ouais. on n'est pas, enfin, je veux dire, personne nous demande non plus d'aller nous chercher, tu vois. Après, c'est certainement aussi notre instinct de survie qui nous aide aussi dans ces moments-là à aller Oui, regarder cet ADN-là, en fait. oui, c'est ça. Il y a deux choses que tu dis et qui pour moi résonnent beaucoup. Il y a le choix que l'on fait. À un moment donné, personne effectivement ne nous demande d'aller chercher qui on est. Donc il y a vraiment, et là j'ai envie de dire, je sais que ça peut choquer parfois parce qu'on me dit oui mais quand tu es dans une telle souffrance, euh,
il y a des fois, on n'y arrive pas, c'est pas si facile. Alors non, c'est pas facile. Et c'est pas moi qui vais dire que c'est facile. Bien sûr, Et ça n'a pas été facile pour moi, comme ça l'est pour aucun parent qui perd un bien enfant, sûr. et comme ça l'est certainement pas pour d'autres personnes qui vivent d'autres traumatismes. Par contre, s'il y a une chose dont je suis, moi, certainement convaincue, c'est qu'il y a un moment, il y a un moment où il y a quand même la volonté d'aller chercher quelque chose. Et que si cette volonté n'est pas là, ben, il se passera rien. Et que c'est pas les autres qui vont nous sauver. Personne ne viendra nous sauver et il vaut mieux éviter, hein, on connaît cette histoire de sauveur, victime et bourreau. Il ne faut sauver personne, il ne faut pas être sauvé, il ne faut pas faire de mal aux gens. Pour moi, ça c'est important. Mais la seule personne qui peut me sauver moi, c'est moi-même. Et ça, j'insiste beaucoup parce que même dans l'activité que nous faisons aujourd'hui en tant que référent deuil, accompagnement pour les personnes endeuillées, moi je dis toujours que j'accompagne les gens, mais je ne fais pas le travail à leur place. Et je ne dis pas aux mamans ce qu'elles ont à faire. Et par contre, on est là, on est toujours à l'écoute, on propose des choses, mais libre à chacun de prendre ou de ne pas prendre. Et ça, c'est important. C'est aussi un enseignement. Mais carrément, mais vraiment, c'est ça que je voulais dire aussi. Hein. C'est quand je dis que personne ne nous demande, c'est le libre arbitre de chacun et personne n'est là pour juger qui que ce soit. Je veux dire, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on est et c'est OK. Voilà. Et Oui. c'est à un moment donné, ça se fera ou ça se fera pas. Mais il n'y a pas d'obligation en fait. Il y a le contrat, il est qu'avec nous en fait. Je veux dire, on doit Ah oui. personne à personne, on doit rien à personne. Mm. Et même Non, non. vis-à-vis de soi, c'est tellement dur déjà de se reconnaître déjà à poil et de se dire que ça y est, on est fracassé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme tu dis, il faut se donner du temps. Mm. Donc c'est un chemin et c'est la vie quoi. Ah oui, oui, oui. L'ange Beaucoup de lunaire douceur. qui dit bonjour les soleils, heureuse de vous voir. Je prends de la verveine, mais je suis toujours très optimiste pour parler du livre de Sandra. Oui, verveine, c'est la fleur de bac, verveine. Ça s'écrit différemment. Merci, c'est super gentil. Verveine, c'est le côté hyper enthousiasme et vouloir convaincre tout le monde. Mais c'est bien des fois de vouloir être verveine parce que on a toujours tendance à penser que les fleurs de bac c'est que du limitant. Bah, évidemment, c'est dans la limite qu'on voit nos forces, donc c'est là-dedans qu'on va les chercher et qu'on va voir qu'on a besoin de soutien. Mais quand c'est en équilibre, c'est génial. On n'a pas besoin de fleurs de bac et on est dans la bonne verveine d'aller Mm. répandre aussi avec beaucoup d'énergie ce qu'il y a à dire. Donc, Oui. merci l'ange lunaire. C'est génial. Oui, et puis, ce qui est important aussi, c'est de transmettre des choses, c'est proposer des ressources, mais ça n'est jamais, je le disais juste avant, faire à la place de l'autre. Et ça, c'est important parce que ça, c'était un gros défaut que j'avais. Je me souviens au tout début, mais c'est comme ça, c'est mon histoire. Hein, j'étais comme ça même avant. Hein. C'est mon enfance qui fait ça. J'ai toujours eu besoin de trouver des solutions clés en main, tu sais, comme la maison toute prête, mais pour régler les problèmes des gens. Donc, quand j'avais des amis ou quand j'avais toujours, ah bah, il faut que tu fasses ça, il faut que. Et je crois qu'une des premières choses que j'ai apprises, et ça s'est renforcé avec les études que j'ai repris de Gestalt thérapeute, j'ai compris que non, il faut que rien du tout. Il faut juste que je me taise, que je sois présente, que j'accompagne et en proposant des choses, l'autre décide de ce qu'il va en faire. Et ça appartient vraiment, vraiment à chacun. Chaque chemin est différent, chaque deuil est différent. Et comme chaque personnalité l'est aussi, forcément, chacun va faire son petit chemin personnel, quoi. Carrément. Mais tu vois, dans ce que tu décris, ça décrit aussi verveine, tu vois, d'avoir envie, cet enthousiasme Oui, aussi d'aller porter l'autre et de se dire, regarde, ça va être génial, on va faire ça, puis tu vas voir, tu vas t'en sortir. Hop, 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 moi je suis pas prête. Mais si, viens, mais c'est non, ça. mais si, viens quand même. Et voilà, après, oui, ça calme un peu l'énergie, du coup, tu vois, quand c'est en équilibre, parce que bah, ce qui est fait est fait. Et après, on parle des fois aussi, tu sais, de être plutôt que faire. Et pourtant, il Oui, faut bien faire, évidemment. Mais dans le faire, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction derrière. Et ça laisse aussi la part à l'autre de pouvoir initier ce qu'il a envie d'y faire en fonction de ses capacités ou de son moment, etc., mm, quoi. Mais
d'avoir de l'énergie pour répandre des paroles, c'est très lumineux. Donc, c'est important, tu vois. Je pense Oui. que, il y a, Ah oui, comme oui, tu c'est dis, important. t'étais déjà comme ça, donc tu resteras comme ça. Mais voilà, c'est plus en équilibre, on va dire. Mais oui, c'est ça, parce que bah oui, parce que forcément cette nouvelle vie-là m'apprend des choses et parce que j'ai envie aussi de les apprendre. Hein. Je veux dire, je reviens toujours à cette idée que il y a une part de volonté, il y a une part de mise en route qui ne peut être faite que par soi-même. Et ça vraiment c'est important parce que j'ai parfois eu l'occasion d'accompagner des parents qui en fait attendaient qu'on leur donne le truc clé en main. Mais ça peut pas marcher parce qu'il faut que ça vienne de Bien chacun sûr. d'entre nous, de trouver ce qui va résonner. Il y a des choses que je fais qui sont pas bien pour les autres. Je parlais de méditation tout à l'heure. Je connais des personnes qui sont, elles sont pas incapables, mais c'est pas leur truc. Elles sont pas à l'aise avec ça. C'est pas ce qui leur convient. Il y en a pour lesquels ça peut même être très désagréable. Et c'est OK, voilà. Et ces mêmes personnes vont faire des choses que moi, je ne serais pas capable Bien de sûr. faire. Et ça aussi, c'est OK. Et c'est pour ça que chaque personne est différente. Et dans cet apprentissage-là, dans cet enseignement que nous impose la situation du deuil ou des grandes souffrances, bah c'est ça aussi, c'est d'apprendre à comprendre comment on fonctionne, qui on est. Parce qu'en fait, on va être envahi par des émotions qu'on n'avait jamais imaginées, qu'on ne connaissait pas. Et ces émotions vont nous faire avoir des comportements qu'on ne savait pas qu'on allait avoir. Et en fait, c'est à travers tout ça, c'est pour ça que je dis toujours accueillir, accueillir, accueillir les émotions, euh, tout accepter, que ce soit difficile ou facile, que ce soit des émotions qui font mal ou des émotions qui sont un peu joyeuses et qui font culpabiliser. Ouais. Attention, hein, parce que souvent on culpabilise d'avoir des émotions, de sentir bien. Se sentir Euh, heureux aussi, entre oui, guillemets. Et on a le droit à oui, des moments de bonheur aussi. oui, mais c'est vrai que dans notre cas, on se l'interdit très facilement parce qu'on se dit j'ai pas le droit alors que je n'ai plus mon enfant, je peux pas être heureuse. Donc il y a un travail à faire et je crois que ce travail-là, plus on accueille les émotions en essayant de les saisir et d'être présent à ça, en se disant là, là je ressens du bonheur, mais du coup je ressens du bonheur. Le mot bonheur, c'est pas celui qu'on avait avant, hein. Mais je ressens une forme de joie et cette joie, bah, elle me met mal à l'aise. Voilà. Essayer de définir ce qui est en nous. Moi, je conseille toujours aux gens de l'écrire parce que l'écriture, ça permet aussi de poser les choses et puis peut-être de revenir plus tard, quelques mois après, le relire et puis de voir ce que ça a comme conséquence sur le comportement. Voilà, parce qu'on change. Ouais, ouais, c'est ça. Après, est-ce que c'est pas un peu aussi, tu sais, l'apprentissage, je trouve, alors je sais pas, peut-être que tu vas me trouver que c'est pas approprié comme mot, mais de l'humilité, tu vois, vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de tous nos savoirs, tu vois, de tous nos préconceptions de comment on doit être, comment on aurait dû être, comment on devrait être, comment on devra être. En fait, on a beau faire des études, on a beau faire ceci, on a beau lire des bouquins, on a beau, tu vois, je veux dire, Ouais. on est face à rien en fait. Et donc, ben, on fait avec. Bah Et il n'y a pas de ouais, règles, il n'y a pas de non. loi en fait. Bah, j'aime bien ton mot humilité parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Je pense moi j'aurais tendance à dire plutôt que rien qu'on est face à plus grand que nous et qu'on se rend compte que nous on n'est rien et qu'on est extrêmement fragile C'est hein, ça dans cette et que posture. dans une vie toute faite où on est dans une société où on met plein d'argent de côté quand on peut pour l'étude des enfants, pour ceci, pour investir dans l'immobilier, pour s'acheter une nouvelle voiture, pour partir en vacances. Dans une vie où on est tout le temps focus sur demain, qu'est-ce que j'organise demain, qu'est-ce que je fais demain, comment je fais. Bah, effectivement, on passe complètement à côté de notre vie au présent. Et en définitive, quand on vit un traumatisme aussi puissant que celui-ci, ça nous ramène avec une violence inouïe dans le présent. Et là, c'est là où je me dis que quand on prend un petit peu de force, hein, pas les premières semaines, encore moins les premiers mois, mais quand on se laisse un petit peu de temps, moi j'ai toujours passé déjà la première année, hein, déjà, parce que toutes les premières fois sans la personne qu'on a perdue, c'est déjà une épreuve. Mais, mais là, je pense que tout doucement, on commence à s'ancrer
et à comprendre, bah oui, qu'on n'est pas grand-chose et que le présent est important et que ce que l'on vit, finalement, la vraie vie, bah, c'est celle-là tout de suite. C'est celle-là parce que hier, ça n'existe plus et demain, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui existe? C'est là, c'est cet instant immédiat. Et si on en prenait plus souvent conscience, moi, c'est pour ça que je suis complètement fada de la méditation, parce que, enfin, de la pleine conscience d'une manière générale, Ouais. parce que ça nous ramène à là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre et quelles sont mes émotions à ce moment-là et pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Et Ouais. du coup, c'est comme ça, moi, que je me connais de Ouais. mieux en mieux. Bah, Mais pas ouais. encore complètement. Bah, moi, j'ai le même kiff avec les fleurs de bac, tu vois. C'est vraiment d'être au plus proche de ce que je suis à l'instant T et ce que je ressens et ça me ramène, ça me recale au moment. Mmh. Ah ouais. Ouais. Donc oui, on est enseigné tous les jours. Euh, on parlait des enseignements d'Axel parce que moi, c'est à travers Axel, à travers les petits messages, à travers ces choses-là que je vis, mais je suis convaincue que n'importe quel être humain est enseigné d'abord parce qu'on est tous accompagnés. Ça, j'en suis certaine. On est accompagné par des êtres merveilleux qui nous aiment et même quand on les connaît pas, eh ben je suis on n'est jamais seul, ça j'en suis certaine, mais ça c'est ma conviction à moi. Et puis et donc on est enseigné tout le temps et quand on est un petit peu attentif à toutes les petites choses de notre vie, on se rend compte que il y a plein de trucs dingues qui se produisent que tout le monde appelle hasard. Moi je dis souvent il doit être hyper costaud le gars qui s'appelle hasard hein, parce qu'avec tout ce qu'il porte sur les épaules, je te dis pas. Et des fois, je propose aux gens qui me parlent tout le temps en me disant c'est le hasard, c'est le hasard. Je propose juste un petit jeu. Je dis essaye de mettre un autre mot que hasard. Essaye d'aller chercher autre chose. Et c'est là où tu te rends compte que si tu peux rien mettre, c'est juste que c'est quelque chose qui s'explique pas. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Ça veut pas dire je crois pas. Ça veut dire il y a des choses qui s'expliquent pas. Et si on les accueillait juste Ouais. comme ça, ce serait vachement simple. Bah, du coup, tu vois, quand tu parlais de la tête et du cœur, pour moi, les choses qui s'expliquent pas, je sais pas ce que tu en penses, mais quand ça vibre au niveau du cœur, tu vois, après, c'est une question vraiment très personnelle. Oui. Comme quand tu racontais cette histoire où tu as entendu, tu vois, ma petite maman, je veux dire, ce que tu as ressenti, Oui. il y a pas, c'est non négociable en fait. On pourra te prouver par A plus B que je ne sais quoi. C'est comme ça, tu vois. Il y a que toi qui Mm. sais ce que tu as vécu. Donc je pense qu'il n'y a pas à remettre en doute ça. Et pourtant, on a quand même envie de se dire non mais tu délires. Ouais, mais quand on se reconnecte à ça, à ces sensations, à ce ressenti, à ce bien-être, à je sais pas comment on pourrait l'appeler, moi, je crois que la réponse, elle est vraiment dans notre ressenti. Je pense qu'il faut vraiment se faire confiance dans ces moments-là. Ah oui. Mm. Et parce que, tu vois, on peut raconter des trucs les uns aux autres de ce qu'on vit, de ces choses-là. Moi, je me rappelle de cette libellule, mais c'était tellement fou, en fait, quand je t'ai envoyé ce message, mais j'en tremblais, quoi. C'était fou, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Je veux dire, ça, c'est pas... Je veux dire, je m'en fous de ce qu'on pense de moi, tu vois. Ben oui. Mais c'est toute la difficulté, je pense, pour les personnes qui vivent des signes. C'est à partir du moment où tu poses des mots dessus, tu dénatures. Parce que le signe, en vérité, il se vit dans Oui, c'est l'émotion. clair. Une personne qui reçoit un signe, quel qu'il soit, de l'être cher qu'il aime et qu'il a perdu, c'est un truc tellement puissant que ça se passe dans le corps. C'est de l'émotion, c'est le cœur qui. Enfin, il se passe des choses dans le corps qui sont difficiles à expliquer. Et quand la personne commence juste à essayer de raconter, déjà elle le dénature parce que le mot ne porte pas C'est l'émotion clair. que l'on a ressentie. Et en plus, l'autre, bah, l'autre, il peut pas le recevoir avec mon émotion. Donc, et c'est là où c'est extrêmement difficile de partager des signes, des choses comme ça. Et c'est pour ça souvent que les gens les gardent pour eux. Bah parce que soit quelqu'un les a regardés en disant ouais, et alors ou alors bah n'importe quoi, ça peut arriver. Et on te casse ton truc. Et toi, tu sais que tu as vécu un truc fort. Et on vient te le fracasser. Donc, donc il y en a, il y a des gens, ils raconteront jamais. Parce que voilà, ils sont pas entendus. Et ça, c'est frustrant. Alors que justement, peut-être pour repartir du début, oui, il y a des gens qui ont des signes aussi. Et du coup, j'ai vu que tu avais fait une petite vidéo avec, et quand tu as fait quelque chose,
un petit rituel et il y avait une petite libellule. J'étais trop contente de voir ça. C'était quand? Parce que j'ai fait plein de vidéos, alors là, Ouais, je mais sais plus laquelle. avec une petite libellule. Ah, j'en avais pas une ici, là? Non, Non? c'est un petit truc où tu rajoutais et tu faisais un espèce de petit. Il y avait de l'encens et tout, non? Ah, c'est possible, hein. Je sais même plus ce C'est que tu possible. fais. C'est possible, hein, parce que c'est vrai que la libellule, elle est quand même, Elle est voilà, omniprésente. Hein. c'est quand même quelque chose de très présent. D'ailleurs, j'ai une maman adorable qui, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qui m'en a offert une petite broche magnifique avec une petite libellule. Ça m'a vachement touchée. Et Caro qui m'a offert un t-shirt, enfin, un pull orange avec une grande libellule qu'elle avait chez elle. Elle m'a dit, ah bah non, mais je peux pas le mettre, c'est pour toi. Donc voilà. Mais oui, oui, la libellule, c'est quelque chose, bah, du coup, forcément, qui chez moi est assez présent. Euh, mais, euh, mais voilà, en même temps, Axel, elle peut très bien un jour décider qu'elle sera autre chose qu'une libellule, quoi. Maintenant, je m'attends à tout avec elle, hein, donc voilà. C'est une belle aventure, au-delà de la souffrance que c'est. Mais, euh, mais voilà, moi, si je pouvais, je donne pas de conseils, mais si je pouvais inviter les personnes qui ont perdu un être cher et qui se sentent en manque de connexion, bah, c'est de la patience, c'est de l'ouverture du cœur, même si je sais que c'est difficile mais c'est quoi l'ouverture du cœur? Bah, c'est un truc qui arrive à un moment donné, on s'y attend pas. Et puis, euh, et puis, j'ai presque envie de dire aussi d'accepter que ça puisse exister, d'accepter qu'il puisse se passer des choses. Quand on se met déjà sur le chemin, bah, on peut voir des choses. Quand on reste en dehors du chemin en se disant oui, mais il me faudra un truc gros là pour que j'y croie, bah déjà tu te coupes de quelque chose. Donc accepter les petites choses, laisser venir, accueillir ce qui est là, les émotions. Et puis quand il y a quelque chose qui arrive et qu'on se dit ah non non ça peut pas être un signe, revenir à la première sensation qu'on a eue. Moi je dis toujours là tu es en train d'analyser, donc tu es dans ton mental, mais ta première sensation quand tu as vu le truc, ça t'a fait quelque chose. Reste là-dessus, c'est tout. Cherche pas à aller ailleurs, reste là-dessus. Mais je sais bien que c'est pas facile. Et puis il faut aussi reconnaître qu'il y a des moments où il se passe pas grand-chose. D'abord parce qu'on peut aussi être fatigué soi-même. Et ça aussi, je le précise parce que il y a des parents qui sont, ou enfin des personnes en général, qui peuvent être dans une période très tendue, très fatiguées. Et j'ai vraiment envie de les inviter à faire des exercices de relaxation, du qigong. Je reviens sur ces choses-là parce que c'est assez doux et ça permet de poser un peu le mental. Et c'est vrai que la fatigue, c'est un peu une porte qui se ferme hein, pour toutes les sensations, l'intuition et voilà. Donc c'est hyper compliqué. Si c'était si facile que ça, on ne serait pas là en train d'en discuter. Je serais en train de discuter avec Axel et de boire un café avec elle ou je sais pas. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, il n'y a pas de recette et en même temps, il y a plein de choses et puis chacun va y trouver aussi, Mm. puiser au bon moment ce qui lui correspond, ce qui lui parle et ce qui touche son cœur aussi, quoi. Ce qui me paraît Ouais, plus tout à essentiel. fait. Mais oui. Et du coup, les ventes de ton bouquin, ça se passe bien? Tu es contente? Bah écoute, moi j'ai assez peu de retours hein, avec les éditions Lodic. J'avais eu un retour pour, je crois que c'était en mars. Ok. Ouais, on a vendu pas mal de livres. Alors moi, si avec moi je voudrais en vendre plein, alors pas pour le côté vente, parce que comme je dis toujours, c'est pas, il n'y avait pas de démarche commerciale, hein, mais parce que j'ai bien conscience qu'il fait du bien. À chaque fois, et j'ai la chance d'avoir plein de gens qui m'envoient des petits messages pour m'en parler. Et ah si, et par contre, ce que j'ai noté, j'ai quand même noté quelque chose d'assez intéressant, c'est que j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit, je peux pas le lire, c'est trop dur. Et en fait, la première fois, je me suis dit, ah ok. Et d'ailleurs, j'ai bien conscience, hein, les trois premiers chapitres forcément sont difficiles, hein, puisque ça raconte quand même l'accident, les obsèques et ces premiers moments sans Axel, donc ça ne peut pas être un moment agréable, évidemment. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas les mettre. C'était
impossible pour moi d'écrire ce livre sans raconter cette souffrance-là. D'autant plus aujourd'hui, avec du recul, des gens que je rencontre ne comprendraient pas, dans le sens où souvent on me dit « Ah Sandra, c'est vrai que tu es lumineuse, c'est vrai que tu souris tout le temps. Si on connaissait pas ton histoire, on ne saurait pas, on ne pourrait pas le deviner. » Et du coup, pour moi, c'était important d'avoir envie de dire presque, bah écoute, si tu veux connaître mon histoire, lis mon livre. Tu vas saisir ma souffrance. Sauf que cette souffrance-là, je veux pas la porter. Je veux pas la porter dans son intégralité constamment. Et donc, j'ai travaillé pour ne plus la porter de cette manière-là. Mais cette souffrance, je sais ce que c'est, je suis passée par là. Et donc, je ne regrette pas de l'avoir mis dans mon livre. Mais je me suis rendu compte que les personnes qui me faisaient ces retours-là étaient bien souvent des mamans qui n'ont pas perdu d'enfants et qui ont de jeunes enfants. Et donc, ces mamans, en fait, elles se projettent. Okay. Et la projection, c'est un truc terrible. Bah ouais. Parce que quand on se projette forcément dans la souffrance. Alors que quand ce sont des mamans qui le lisent, elles, les retours qu'elles me font, c'est merci d'exprimer les émotions que j'éprouve et que je ne savais pas, sur lesquelles je ne pouvais pas mettre de mots. Ouais. Donc là, on n'est plus dans une projection, on est dans je le vis puisque je sais ce que c'est. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes émotions. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais pas tout de suite fait le lien. Puis 2-3 personnes qui m'ont dit, je suis désolée, je peux pas. Même une dame qui devait le lire pour me faire tu sais, les lectrices, sur Insta. Elle m'a dit, je peux pas, j'y arrive pas. Et elle me dit, j'ai des enfants, je peux pas. Et j'ai dit, bah oui, je comprends. Vous êtes dans la projection. Et donc, vous vivez l'émotion d'une manière extrêmement violente. Alors que l'idée, c'est de partager des émotions pour poser des mots dessus. Alors moi, je me pose la question, tu vois, en t'écoutant. Moi, j'ai été bouleversée par ton livre, évidemment. Comment ne pas l'être? De toute façon, c'est pas possible. Mais tu vois, voilà, j'ai 3 enfants. Pour l'instant, ils sont encore en vie. C'est OK. Et j'aurais pu aussi faire cette projection-là. Mais j'ai été touchée par d'autres morts aussi, tu vois. Et je me pose la question de savoir si c'est pas un peu un langage universel, tu vois, qui est pas forcément lié à un enfant. Et c'est difficile de ne pas faire une projection. C'est évident quand on est parent ou quand on est neveu ou oncle, enfin j'en sais rien, j'imagine qu'on pense tous à nos enfants. Bien sûr. Mais moi, quand ça m'a atteint, c'était quelque chose qui était une lame de fond, qui était universel, tu vois, qui ne me concernait pas personnellement et qui me concerne personnellement. C'est-à-dire que ça fait appel aussi à mes émotions, mais j'ai pas eu de projection sur mes propres enfants. Mais j'entends très bien ce que tu dis et moi j'ai beaucoup de lecteurs, enfin de lectrices, c'est essentiellement des lectrices, qui ne sont pas forcément des mamans, qui m'ont contactée, qui ont perdu un papa, une maman, un frère, une sœur, souvent des mamans d'ailleurs, et qui se sont retrouvées exactement de la même manière que des mamans avec leurs enfants. Et oui, c'est un langage universel, j'en suis convaincue. Et c'est un peu ce que j'écris dans ma préface. Enfin, je me suis pas fait une préface, mais dans ma petite introduction. Quand j'ai écrit ce livre, finalement, je l'écris pas seulement pour les parents, et je l'écris presque plus pour les autres que pour les parents. C'est-à-dire que je l'écrivais vraiment avec l'idée que j'avais envie que les gens de la famille, les amis le lisent, pour comprendre ce que nous traversions, pour mieux nous accompagner. Et parce que bon, voilà, on est toujours dans ces idées d'accompagnement qui ne sont pas toujours au top, des membres de la famille qu'on va perdre au passage, avec lesquels les relations seront différentes parce que c'est compliqué, parce que c'est tabou, parce qu'on peut pas poser les mots, parce qu'ils n'osent pas poser les questions, et des amis qui disparaissent de ta vie, des gens qui étaient là et qui d'un seul coup ne sont plus là parce que ils savent pas quoi nous dire. Ben ouais. Moi, comme je disais, des gens que je connais qui traversent pour pas me dire bonjour, pas parce qu'ils m'aiment pas, bien sûr, ça mais parce que qu'est-ce que je vais lui demander, comment elle va, qu'est-ce que je vais lui dire. Mais ça, c'est toujours le même problème, c'est que c'est tabou, que c'est un sujet dont on ne veut pas parler, et qu'à partir de là, on n'en parle pas, donc on évite les gens qui eux vont te l'imposer par leur présence, sans même parler. J'impose ça par ma présence, forcément. C'est ça. Donc,
on en avait parlé avec Hélène, c'est la première avec qui j'avais fait le live sur la série des Mamans Lumineuses. Et j'en ai parlé avec une amie dernièrement, là, que j'ai vue cette semaine, qui m'a dit, des fois, tu fais des sujets, je dis, ouais, mais regarde, je peux pas m'en empêcher, en fait. Et après, elle m'a dit, ouais, de toute façon, il faut en parler. Je dis, bah ouais, c'est évident. C'est pas possible, quoi, en fait. Et je dis, Mais c'est dingue. en plus, je dis franchement, je suis pas là pour plaire à tout le monde, en fait. Je m'en fous. Je veux dire, si vous avez pas envie de regarder, vous le regardez pas. Enfin, tu vois, c'est pas une émission obligatoire. Hein. C'est pas une émission, c'est un compte Instagram. Et ce sont des Oui, rencontres, tu vois. c'est ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bien sûr que ça impacte. Mais bon, à un moment donné, on parle de quoi? De la pluie et du beau temps? Enfin, ouais, non, mais je pourrais faire des stories, genre comment je me maquille, tu vois, Oui, comment bah je oui, tu camoufle pourrais mes parce que cernes, tu vois. oui, Je pense que ça intéresserait tellement de monde, tu vois. mais c'est clair. C'est Mais tu clair. sais, je le disais encore avec une maman au téléphone tout à l'heure. C'est pas une plaisanterie, mais de temps en temps, il m'arrive de dire, j'ai fait quelques conférences dans des associations pour le livre, et il m'est arrivé de dire, bon, je vais vous dire un scoop, hein, mais n'en parlez surtout pas, on va tous mourir. Ah, et là, les gens rigolent, mais je dis non, mais j'ai l'impression que les gens, ils l'ont oublié. Enfin, il y a un truc quand même du style, ah ouais, putain. Et là, on a fait une conférence à Biscarrosse le 29 octobre. Et Avec Sonia. avec Sonia, bien sûr, entre autres, hein, mais évidemment avec Sonia. Et c'est vrai que on a fait une introduction avec Hélène et Caro. Et j'ai lu un petit passage d'un livre qui s'appelle Qui meurt et que j'ai trouvé absolument approprié, où il était question de rappeler que alors à l'époque, quand il a écrit, il y avait 45, il y avait, je sais plus, il parlait des États-Unis. Enfin, il parlait du nombre de personnes qui étaient vivantes et qui seraient mortes dans 80 ans à peu près, si on compte l'ensemble, la moyenne d'âge. Et de se dire qu'à un moment donné, il faut réaliser que oui, on va mourir. La mort fait partie de la vie. Et c'est un vrai problème de société d'oublier un truc pareil. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans des situations où les gens ne veulent pas te parler, savent pas quoi te dire. Je discutais avec une maman qui me parlait de comment on vivait le deuil au Maroc. Moi, j'ai fait l'expérience avec une amie qui m'a fait rencontrer des Mexicains et on a vécu El Dia de los Muertos et j'ai vécu une expérience extraordinaire et je suis très très intéressée de voir comment on vit la mort dans d'autres pays. C'est complètement hallucinant par rapport à ce que nous on vit ici. C'est complètement incroyable et on a encore du travail à faire nous en France. Hein. Tu vas pouvoir en faire encore des lives comme ça, moi je te le dis. Hein. Et on va se retrouver, bah, c'est clair. Ah ouais, c'est fou. Bah Hein. ouais, c'est fou. Bah après, bon, moi, tu sais, j'avais une histoire par rapport à ça, donc c'est aussi pour ça que j'avais voulu faire le live avec Sonia, avec vous toutes, parce que ça me paraît fondamental et la vie ne fait partie que de la mort et la mort fait partie que de la vie. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. On peut pas rentrer sur terre et rentrer dans le ventre maternel à la vie. Il y a la mort au précédemment. Alors, si tant est que ce soit la mort avant, hein, je ne sais pas. Mais et pareil, quand on décède, est-ce que c'est vraiment la mort? J'en sais rien. Mais voilà, pour moi, la vie, c'est un tout. Et donc, dans le tout, inclut cette notion du on ne sait pas. Voilà, moi, j'ai pas de mots, en fait. Non, et je pense que c'est bien de se dire qu'on ne sait pas. Moi, j'aime beaucoup les gens qui disent qu'ils ne savent pas parce que les gens qui veulent être convaincants en disant il existe quelque chose et qui veulent l'imposer, ça me dérange un peu parce que moi, je suis convaincue, moi, personnellement, je suis Carrément. convaincue. Mais c'est mon avis et je n'ai pas envie de dire aux gens qu'ils doivent l'être aussi. Moi, j'ai envie de dire aux gens, faites l'expérience vous-même. Intéressez-vous, lisez des... Parce que moi, les gens qui disent c'est de la connerie, il n'y a rien, mais t'as lu quoi pour dire ça? Bah, T'as lu quoi? ouais, T'as quoi comme preuve? bah, c'est son Voilà. point de vue, mais je veux dire, voilà. Bien sûr. Il y a des points de vue Et puis, qui sont différents, en tout cas, hein, ça c'est clair. oui, bien sûr. Et moi, je suis capable d'entendre qu'il n'y a rien, mais je trouve que c'est
facile de dire il n'y a rien ou il y a quelque chose d'ailleurs. Il n'y a pas de preuve dans un sens comme dans l'autre. Alors, restons humbles. Moi, ma conviction personnelle avec tout ce que j'ai vécu, c'est que c'est évident qu'il y a quelque chose. Mais ça reste ma conviction. Par contre, je suis convaincue, et ça c'est scientifique, il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer. Et Sonia nous le dirait mieux que quiconque. Il y a des expériences qui se vivent aujourd'hui qui ne sont pas explicables par la science. Alors, on laisse la porte ouverte. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans 50 ans, on ne saura pas l'expliquer, hein. Mais aujourd'hui, on laisse la porte ouverte et puis on accueille ça aussi, quoi, en se disant, bah, ouais, peut-être, peut-être. Bah, Sonia qui dit exactement, j'ai fait une story quand même avec le live qu'on a fait ensemble, mais c'est un truc de fou, ce live a été vu 11 000 fois sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, bah évidemment, je m'appelle pas Sonia Barca. Non, excuse-moi. Mais moi, je savais pas non plus. Bah, des fois, tu sais, Sonia, elle va sur des trucs où ça fait pas ce chiffre-là non plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est le top of the best des vidéos. Ah oui. Ben ouais, mais après, je comprends. C'est très intriguant, c'est très excitant, c'est palpitant d'aller. Bon, déjà, lisez le livre de Sonia, parce que c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer les mamans lumineuses et les papas aussi. Et faire cette série de live, du coup, dans ma playlist de YouTube, il y a une playlist deuil. Donc voilà, si vous allez voir, bon, je pourrais l'appeler la vie après la vie, mais je me dis deuil, c'est peut-être un peu trash, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Comme ouais, ça, faut pas avoir peur des voilà, mots. Non. Je pense que c'est ok. Mm. Et voilà, son livre aussi, enfin, c'est un livre à relire et à relire, hein, comme le tien, tu vois, c'est un message d'espoir. On a besoin aussi d'espoir dans les moments où justement, tu vois, ce qu'on traverse là dans l'humanité, c'est difficile. Il y a eu le Covid, les trucs, les machins, les gens qui sont morts, tu vois, à qui on n'a pas pu faire le deuil, à qui on n'a pas pu dire au revoir, avec beaucoup de culpabilité, tous les enfants qui ont été hyper flippés de tout ça. Il y a des guerres où les enfants meurent tout le temps, où tu vois, on est séparés les uns des autres, et tu te dis, mais ouais, mais quoi en fait? Bah ouais, mais quoi? C'est notre chemin d'âme avec cette spiritualité qui est, alors évidemment, scientifiquement prouvée pour certains. Hein, voilà, moi, je pense que franchement, les études montrent des choses qui sont tangibles et sur lesquelles on peut, pour les personnes qui ont vraiment besoin de rationalité, il n'y a pas à tergiverser. Après, chacun fait son point de vue et je sais pas, moi je pense pas, mais à maintenant c'est mon point de vue personnel, que le fait de croire apaise la souffrance. C'est pas vrai. Moi je pense que quand tu as de la peine et que tu as le cœur en vrac, tu es en vrac. C'est pas le fait de croire qui va t'aider à te soutenir la vie. Je pense que c'est un truc qui est au-delà de la croyance, cette perception-là. Je crois que c'est une espèce de conviction chevillée au corps qui fait que il n'y a même pas à le discuter en fait. C'est comme ça, voilà. Je pense qu'il n'y a pas à convaincre qui que ce soit. Et je veux dire, pour moi, ce sont deux choses distinctes. Parce que j'imagine que. Vas-y, dis-moi. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai fait je me suis rendu compte que dans les parents qui étaient ouverts à la spiritualité, alors la souffrance, elle est la même, hein, que tu sois ouvert ou pas ouvert à la spiritualité. C'est pas parce que moi je l'étais déjà avant que j'ai pas souffert. Hein. Bien loin de là. Hein, lisez mon bouquin, vous comprendrez. Mais non, c'est au-delà de ça. Par contre, dans la reconstruction, les parents qui sont ouverts à la spiritualité, moi je le vois, trouvent des moyens de reconstruction autres et en tout cas se reconstruisent mieux que les parents qui sont totalement fermés. Et quand je dis totalement fermés, c'est totalement fermé, c'est-à-dire qu'ils décident qu'il n'y a rien. On a des parents qui s'ouvrent, qui n'étaient pas du tout ouverts et qui, en perdant un enfant, vont poser ce besoin d'aller chercher des réponses à des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant et ils vont ouvrir cette porte. Donc ils sont vraiment, c'est des prémices. Hein, alors il y en a certains pour lesquels ils passent d'un monde à l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'ils vivent des trucs de dingue et là ils font ouf. Et il y en a, ça va être tout doucement parce qu'il y aura encore certainement ce mental qui viendra quand même leur rappeler, ben non, c'est pas rationnel ça. Donc par contre les parents qui sont totalement fermés, c'est de ce que j'ai vu, hein, des parents en tout cas que j'ai accompagnés, j'ai pas accompagné tous les parents de la Terre bien entendu, mais de ceux que j'accompagne,
c'est même compliqué. C'est même des parents souvent qui n'avancent pas du tout. Mais Pas du tout. c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, si au fond d'eux, il y a quelque chose qui n'est pas ouvert, ça va pas les aider. C'est quelque chose qui n'est pas transmissible. Alors, tu me fais un bémol en disant, bah, il y a des gens quand même qui s'ouvrent, mais c'est au-delà de la volonté. C'est quelque chose qui est prêt aussi à s'ouvrir. Cette foi-là, cette espérance-là, cette connaissance-là qu'on a de soi à l'intérieur, c'est pas quelque chose, c'est pas un bouquin qu'on va apprendre et qu'on va, c'est pas une instruction, je pense. C'est un chemin qui fait qu'à un moment donné, il y a une forme d'évidence que quelque chose existe au-delà de ce que l'on peut intellectuellement envisager. C'est pas une construction de l'esprit, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas Non, non, non. intellectuel et c'est pas de la volonté qui va faire que ça va nous maintenir. C'est quelque chose que l'on va ressentir encore une fois. Oui, oui, certainement. Et j'ai presque envie de dire que la volonté, c'est peut-être ça qui va faire qu'on va se retenir d'y aller. Parce que c'est quelque chose qui est perturbant. Je le vois avec mon mari qui était pas du tout ouvert à la spiritualité et qui clairement, quand on perd Axel, il est dans une souffrance identique à la mienne. Et en fait, il me voit moi dans ce que je suis en train de vivre avec les messages d'Axel que je partage avec lui. Hein. Et en fait, ça vient l'interpeller, ça vient chercher quelque chose, et du coup, il commence à lire et il commence en fait, à se rendre compte que peut-être il pourrait s'intéresser à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible pour lui. Et aujourd'hui, 4 ans après, il est absolument incapable de dire non, il n'y a rien, ou oui, il y a quelque chose. Aujourd'hui, il dit il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et pour moi, qui le connais bien, je trouve que c'est énorme ce chemin. C'est d'accueillir, en fait, aujourd'hui, il est en capacité d'accueillir les choses comme étant possiblement étranges. Et donc, pour moi, c'est un cadeau parce qu'il se fait un cadeau d'ailleurs. Hein. C'est pour moi, mais c'est aussi, il se fait un cadeau en ouvrant les choses de cette manière, en accueillant quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé avant. Et ça, sans que moi, je lui impose quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment fait en sorte de ne jamais rien imposer à mon mari. Au sein du couple, je crois que quand on perd un enfant, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on devient deux personnes différentes, hein, et on doit se redécouvrir soi-même, mais on doit aussi redécouvrir l'autre. Et c'est pas forcément tout le temps facile. Et du coup, on s'était promis de respecter ce que chacun vivait et en parler. Mais, euh, mais j'avoue que mon mari m'a surprise, hein, pardon. Il m'a surprise parce que ouais, il a accepté de lire, de comprendre, de s'intéresser sans critique, juste en étant observateur de quelque chose qui le surprend, qui le surprend. Ouais. Et les travaux de Sonia sur tout ce qui touche les expériences de mort imminente sont certainement ce qui a été le plus impactant dans son changement. Oui, et d'ailleurs, je le dis tout le temps, hein, je pense que c'est un domaine, les expériences de mort imminente, qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a toute cette partie scientifique, hein, qui donne du crédit. Et pour les gens qui sont très rationnels, très cartésiens, qui ont besoin de s'appuyer sur des choses concrètes, je pense que c'est le meilleur chemin à prendre pour aller vers ces questionnements-là. Carrément. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et Sonia dit être témoin des signes, la meilleure preuve pour soi-même. Puis elle parle d'expérience, évidemment. C'est sûr, ouais. Ouais, l'expérience. Et ouais. Bon, on se donne rendez-vous dans quelques mois? Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir, jamais 203, ouais. alors. Avec ok. joie. Eh bien, écoute, merci à tout le monde. Et puis je te fais des gros bisous. Ouais. Et je te souhaite plein de belles choses pour les semaines à venir. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci de partager. Voilà, de dire que ça existe. Et
je vais remettre sous la vidéo les mamans lumineuses et puis tous les lives que j'ai fait avec toi, avec Hélène et Caroline, et puis aussi Sonia, évidemment. Et, euh, et puis, voilà, je vous souhaite de vivre des expériences riches en émotions et d'ouvrir vos cœurs aussi à l'invisible. Mm. Et oui, c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi. Lâcher le mental. Lâcher le mental, demander et puis et laisser venir. Voilà. Merci pour Allez, tout, Sandra. Merci pour Axel. Merci pour ces messages magnifiques. Et à très vite. ça marche. À bientôt. À bientôt.